Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 8 avril 2023. Cette semaine, ChatGPT pourrait-il être interdit en Europe pour des questions de données personnelles ? Twitter qui dévoile son code source, on verra ça avec Lisa de Bernard dans l'actu de la semaine. Intelligence artificielle encore avec une innovation signée Meta en matière de reconnaissance d'images. Et puis la fameuse pétition qui demande un moratoire sur l'IA. Attention aux véritables motivations de cette démarche, nous diront deux experts français que j'ai reçus cette semaine dans une émission spéciale, Jean-Gabriel Ganassia et Laurent H. L'IA encore avec son impact sur les entreprises. C'est une explosion, nous dira l'entrepreneur Denis Jacquet, avec des questions. Les emplois sont-ils menacés ? Et si oui, lesquels ? De l'IA au bureau du futur, il n'y a qu'un pas. On ira visiter les nouveaux locaux hyper high-tech de Cisco France. Enfin, le numérique au service de l'immobilier pour simplifier les démarches et pour réduire l'impact carbone du chauffage. Rendez-vous avec EDF. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 84. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour Monde Numérique que vous pouvez écouter le samedi en podcast, l'hebdo, les interviews dans la semaine qui suit. À noter que vous pouvez désormais retrouver sur Apple Podcast l'émission Monde Numérique l'hebdo en version longue avec les interviews intégrales dès le samedi matin. Un deuxième podcast disponible sur abonnement. Surtout, n'hésitez pas à commenter et à noter Monde Numérique avec un maximum de petites étoiles. Tout de suite, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est d'abord cette épée de Damoclès qui semble s'installer au-dessus de la tête, si l'on peut dire, de ChatGPT, le chatbot d'OpenAI. Risque-t-il d'être interdit dans certains pays, et notamment en Europe ? Et oui, en Italie, ChatGPT a carrément été banni temporairement par la CNIL italienne, la Commission informatique et liberté, au motif qu'il violerait le RGPD, le règlement européen sur les données personnelles. C'est vrai que toutes les informations que l'on donne à ChatGPT sont traitées par la société OpenAI sans garantie de confidentialité. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas communiquer des informations personnelles ou professionnelles sensibles, comme certains, dans certaines entreprises, ont pu le faire, ce qui a posé des problèmes. Et puis, ChatGPT ne respecterait pas non plus l'obligation de vérifier l'âge des utilisateurs pour éviter que les moins de 18 ans ne puissent l'utiliser. Non pas pour éviter qu'ils trichent à l'école, mais surtout pour éviter qu'ils tombent sur des contenus inappropriés générés par ChatGPT. Donc, ChatGPT bloqué en Italie, et ce n'est pas tout. D'autres organismes de régulation dans d'autres pays s'y intéressent également, en Allemagne, au Canada, en Irlande, au Royaume-Uni et en France. En France où des plaintes ont été déposées auprès de la CNIL française. Alors pour l'instant, il n'y a pas de décision à ce sujet, mais évidemment, ça soulève la question d'un risque d'interdiction pour ChatGPT. Alors, pas question de bloquer le chatbot, a affirmé néanmoins le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot. De son côté, la société OpenAI a annoncé qu'elle allait renforcer la transparence dans l'usage des données personnelles et mettre en place des sécurités pour protéger les mineurs. Pour la suite de l'actu de la semaine, on retrouve Lisa de Bernard. Bonjour Lisa. Bonjour Jérôme. Ravi de te retrouver comme chaque semaine dans Monde Numérique pour les news qu'il ne fallait pas rater. Alors, l'événement, je crois qu'on peut le dire, c'est Elon Musk qui, pour une fois, a tenu l'une de ses promesses en dévoilant une partie du code source de Twitter. Et oui, c'est une grande avancée pour l'opération de transparence lancée par Elon Musk. Twitter dévoile le fonctionnement de ses gazouillis, ou plutôt de la manière dont les gazouillis de ses utilisateurs sont mis en avant. Mis en ligne donc sur la plateforme de développement GitHub, le code source de l'algorithme de recommandation est désormais accessible à tous. Des mesures de restriction ont bien entendu été prises pour ne pas laisser filtrer certaines parties du code qui pourraient ensuite être retournées contre la plateforme. Ces mesures concernent par exemple la sécurité des données ou encore la protection de la vie privée. Twitter a également décidé d'exclure de cette campagne de transparence le code qui alimente les recommandations publicitaires. Cette fois-ci, on l'imagine bien plutôt pour préserver sa rentabilité
été déjà mise à mal depuis quelques mois. Donc on apprend comment certains tweets sont plus visibles, plus vus que d'autres. On découvre la recette secrète pour être hyper influent, si tant est qu'il y en ait une. La recette du succès tient à un mix de données, par exemple notre âge, l'utilisation qu'on a de Twitter, notre nombre de followers, le nombre de personnes que l'on suit, le nombre de personnes qui nous ont bloqués également, ou encore le fait que l'on ait un compte qui soit payant ou non, l'insertion d'un média dans un tweet, le tout donnant un score sur 100. Et en fonction du résultat obtenu, les tweets sont plus ou moins mis en avant. À partir d'un certain score, 65 précisément, les utilisateurs peuvent même espérer que tous leurs tweets soient boostés. C'est ce que l'on appelle le tweet cred. Et donc, c'est une première étape qui est plus symbolique que réellement impactante pour la plateforme, puisque avec ces révélations, en fait, on ne peut qu'espérer que les utilisateurs, en fait, essayent d'améliorer leur visibilité en appliquant à la lettre les méthodes de l'algorithme, ce qui, par ailleurs, peut s'avérer être une belle opportunité pour Twitter, qui pourrait profiter d'une forme d'euphorie autour de l'envie de certains tweetos de gagner en popularité. Voilà, à ce sujet, tiens, j'en profite pour signaler un petit édito cette semaine sur le fil de Monde Numérique, également dans lequel je reviens sur cette révélation du code source et des conséquences que ça pourrait avoir. C'est la fin d'une époque. L'opérateur Orange a commencé à démonter l'ADSL, le bon vieux réseau d'accès à Internet par fil de cuivre, pour faire place à la fibre optique, mais ça va prendre du temps. L'opérateur a coupé l'ADSL dans 6 communes pour commencer, dans le nord de la France, les Yvelines, les Ardennes notamment. Alors c'est une page qui se tourne. On va revenir sur ce qu'est le réseau cuivre, ce réseau historique qui est donc fournisseur de téléphones, de l'internet, de la télévision et qui va effectivement disparaître, comme tu l'as dit, au profit de la fibre optique qui sera normalement plus performante. C'est une mise à niveau nécessaire face à l'explosion notamment de l'usage d'Internet, du télétravail et du nombre d'utilisateurs en simultané. Le cuivre est trop sensible aux intempéries, à l'humidité et bien plus énergivore que la fibre optique. La mise à l'arrêt sera bien entendu progressive, zone géographique par zone géographique. Il y a 2 dates à retenir. 2026, date à laquelle plus aucun opérateur ne pourra vous proposer d'offres de connexion XDSL. Donc l'XDSL, ça correspond à l'ADSL, la SDSL et la VDSL. Ils ne pourront plus vous proposer non plus d'abonnement téléphonique s'appuyant sur le cuivre. Et la deuxième date, c'est 2030, date à laquelle les offres sur les technologies cuivre auront définitivement disparu. Enfin ça, c'est en principe. Oui, en principe, puisque, comme on le dit, c'est pas forcément simple pour Orange. Il y a quelques difficultés. Effectivement, la bascule n'est pas simple puisque sur les 6 communes qui ont dit adieu à l'ADSL le 1er avril, Orange comptabilisait encore 800 foyers et entreprises qui n'étaient pas encore passés à la fibre. Donc forcément, ça a posé de gros soucis en termes de connectivité et ce sont des complications qui risquent de se répéter à l'avenir car certains logements représentent une sorte de zone grise pour Orange puisqu'ils sont soit injoignables, soit inhabités ou tout simplement liés à des lignes fax. Donc en fait, ils n'ont aucune visu sur la manière en fait dont ils pourraient faire passer ces logements sur une autre technologie qu'est la fibre. Et donc pour pallier à ce problème, Orange s'est engagé à fournir de la 4G fixe le temps du raccordement si jamais effectivement ce n'était pas par exemple une maison inhabitée. Pour résumer, ce que l'on retiendra, c'est qu'il y a une grosse inquiétude. On va continuer avec ce gros coup de filet dans le Darknet. Alors le Darknet, c'est cet Internet parallèle, comme on dit, un ensemble de sites auxquels on peut accéder uniquement avec certains logiciels et à condition de montrer patte blanche et où on trouve des tas de choses illégales, la vente d'armes, des images pédopornographiques, de la vente de données personnelles également. Et là, c'est un gros site d'achat et de vente de données personnelles, Genesis Market, qui a été démantelé.
C'est une opération qui a été qualifiée de sans précédent par Europol, la fermeture effectivement de l'une des plus grandes plateformes de hackers au monde. Alors elle aura pris plusieurs années puisque ça a débuté en 2019. Quelques 208 propriétés ont été perquisitionnées dans 17 pays, menant à l'arrestation de 119 personnes, parmi lesquelles 3 Français basés en Île-de-France et en région lyonnaise. Autre chiffre extrêmement important, celui du nombre de personnes dont l'identité numérique ou les empreintes digitales ont été vendues en ligne depuis le lancement de la plateforme en 2017, un chiffre qu'on estime à plus de 10 millions au moment de la fermeture de la plateforme. Parmi les données qui ont été achetées, il faut savoir qu'en fait, elles sont achetées pour une poignée de dollars jusqu'à une centaine de dollars, ce qui permet ensuite aux acheteurs d'accéder aux services de streaming en ligne des victimes, ce qui est assez embêtant mais pas dramatique. En revanche, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est que ça leur permet également, dans certains cas, d'accéder aux informations bancaires. Oui, c'est assez dramatique et c'est vrai qu'on est tous concernés parce que, on peut tous avoir des données personnelles qui nous appartiennent et qui circulent sur le darknet et qui sont revendues parce que il y a une vraie industrie derrière tout ça et il faut quand même rappeler comment font les hackers pour récupérer ces données au départ. Pour les récupérer, pour obtenir ces informations, les hackers avaient plusieurs méthodes assez conventionnelles d'ailleurs, comme par exemple des logiciels malveillants en mesure de collecter les données une fois installées sur l'appareil des victimes, ou bien le siphonnage de bases commerciales de données de bots. Et d'ailleurs, la plateforme a vendu 1,5 million de bots. Donc des robots logiciels, Exactement, qui donnait donc accès aux acheteurs à toutes les données collectées par ces derniers, parmi lesquelles on retrouve les cookies, les connexions enregistrées ou encore les remplissages auto de formulaires. Et bien entendu, cerise sur le gâteau, la collecte des données se faisait en temps réel, qui permettait aux acheteurs en fait d'être informés en temps réel lors des changements de mot de passe. Incroyable. Et autre particularité de cette plateforme, Lisa, c'était sa facilité d'accès. Oui, puisqu'en fait, contrairement à d'autres sites du genre, Genesis Market était facilement accessible et se protégeait des forces de l'ordre uniquement par un système d'invitation pour entrer sur la plateforme. De plus, les prix abordables, l'interface soignée et du coup le SAV assez performant ont participé à sa bonne réputation chez les pirates et également à son succès. Son démantèlement laisse donc forcément un vide, que d'autres cybercriminels ne devraient pas tarder à combler de l'avis de certains experts en cybersécurité. Par ailleurs, je tiens à vous préciser que si vous souhaitez savoir si vous êtes concerné par ces opérations de hacking, vous pouvez retrouver en description de cet épisode le lien du site de la police néerlandaise qui vous permettra de savoir en moins de 5 minutes si votre adresse mail est compromise. Très bien. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais au moins on peut vérifier. Merci beaucoup Lisa de Bernard, que l'on retrouve chaque semaine dans Monde Numérique pour passer en revue l'actu de la semaine. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est encore une intelligence artificielle. C'est un outil présenté cette semaine par le groupe Meta. Un outil en ligne capable d'identifier dans une photo ou dans une vidéo quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Par exemple, un chien dans une prairie ou un fruit dans un panier. Il suffit de cliquer sur l'objet que l'on souhaite identifier, de lui donner un nom, chien ou pomme, et ensuite l'IA devient capable de retrouver tous les chiens ou toutes les pommes qui ressemblent au modèle initial en quelques instants. Il faut savoir en effet que ce travail, qui existait déjà, nécessitait auparavant de longues heures d'entraînement pour la machine. Et là, il s'agit d'une accélération significative. Selon Meta, c'est la plus grande innovation de ce genre à l'heure actuelle. Cette IA est baptisée SAM, S-A-M, ça veut dire Segment Anything Model. C'est assez proche de la technologie qui est déjà utilisée par l'entreprise pour identifier des personnes dans les photos sur Facebook et sur Instagram. Ça servirait à quoi ? Selon Meta, ça pourrait être utilisé dans la réalité virtuelle ou encore pour faciliter l'étude scientifique de phénomènes naturels en localisant facilement des animaux et ou des objets précis dans des images. Une démonstration de SAM est accessible en ligne. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que la mise à disposition de cet outil, c'est aussi certainement une réponse de Meta à tous les services d'intelligence artificielle qui monopolisent actuellement toutes les attentions. C'est conforme aux déclarations de Mark Zuckerberg qui a annoncé récemment que son entreprise allait miser encore plus qu'avant sur l'intelligence artificielle. Bref, la guerre des IA ne fait que commencer.
Monde numérique, le meilleur de la tech. On passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Et d'abord, revenons sur cette fameuse pétition, signée notamment par Elon Musk. Pétition qui réclame un moratoire pour l'IA, mettre l'intelligence artificielle en pause au motif qu'elle menacerait potentiellement l'espèce humaine. Mais une pétition qui ne fait vraiment pas l'unanimité. Certains estiment qu'il s'agit d'une exagération qui sème la confusion et qui occulte les véritables dangers de l'intelligence artificielle. Je recevais cette semaine, dans une émission spéciale en direct sur Radio Monde Numérique et sur Twitter Space, deux personnalités pour en débattre. L'informaticien et philosophe Jean-Gabriel Ganassia, auteur de nombreux livres sur l'intelligence artificielle, et Laurent H., expert de l'IA, CTO de Quant, le moteur de recherche français. Voici un extrait de cette émission diffusée le 6 avril 2023. Jean-Gabriel Ganassia, puis Laurent H. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose qui s'est produit il y a 40 ans. Alors peut-être que les auditeurs ne s'en souviennent pas, mais c'était la naissance d'Amandine. Peut-être vous en souvenez, hein. Amandine, c'était le premier bébé éprouvette. Alors racontez-nous ça. Alors, c'était le premier bébé éprouvette. Elle est née en 82 et on a fêté en mars dernier le 40e anniversaire du CCNE qui a été créé un an après le premier bébé éprouvette. Alors, à l'époque où elle est née, tout le monde pensait que c'était un bébé qui se développait dans un tube à essai et que elle allait devenir stérile et que elle allait avoir des problèmes affectifs terribles. C'était effrayant, hein, ça a inquiété tout le monde. Et puis, depuis, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on fait des fécondations in vitro tous les jours et qu'ensuite la gestation, elle se fait dans le corps d'une femme et que ça a rendu énormément de services à beaucoup de personnes. ChatGPT arrive exactement 40 ans plus tard, vous voyez, en fin 2022. Ouais. Et je me dis peut-être qu'on a un peu, disons, surévalué les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que c'est pas ces questions-là qu'il faut se poser aujourd'hui ? Certainement, c'est ces questions qu'il faut se poser, mais il faut les poser de façon pertinente, pas en agitant le spectre d'une fin de l'humanité. Oui, mais ça c'est un peu de marketing à l'américaine. En fait, le message est brouillé. Laurent H. Par le fait qu'on s'alarme de l'usage ou des effets de l'IA, et qu'en même temps, on laisse penser qu'il n'y a pas tant de différence entre l'IA et l'esprit humain. Parce que c'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Quand on considère que ça va être, il y a des risques de fin de l'humanité parce que l'intelligence artificielle va nous remplacer dans tous les domaines où on est compétent et il voudra prendre le pouvoir. Oui, c'est le mythe de l'IA forte, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, le mythe ou pas. Bah, vous dites que c'est du marketing et c'est vrai en grande partie, mais moi je connais beaucoup de personnes, principalement du côté de la Silicon Valley, qui sont vraiment intimement convaincus de cette possibilité. Et donc je pense que il y a des philosophies par rapport à des visions de ce qu'est l'humanité qui sont complètement divergentes. Et il y a une perception de ce qu'est l'esprit humain qui le réduit à du traitement de l'information et à une machine qui est assez dangereuse parce que ça empêche de mettre en valeur ce qu'il y a de particulier dans l'esprit humain et qui est important dans la société. C'est-à-dire que si on considère qu'il n'y a pas tant de différence que ça, comme ces machines, ces nouveaux modèles sont capables de produire des informations, du texte, du langage, des images qui sont très proches de ce que les humains produisent, et un jour on va peut-être se dire, on va laisser un modèle d'intelligence artificielle diriger un pays. Potentiellement, ce serait possible. Et donc ça, c'est un. Et ça, c'est. Il y a eu des tentatives déjà pour diriger des entreprises. Enfin, il y a une entreprise, je crois, au Japon, qui est officiellement dirigée par une IA. Oui. Bon, on sait pas mais trop ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'automatisation. Ce qu'on fait avec ces modèles, c'est de l'automatisation. Ouais. Et ce que font les humains en société, c'est pas des automatismes. On fait des choses on invente les concepts autour desquels on veut être en relation et vivre, et on les invente, on les réinvente, les institutions, les valeurs morales, on les réinvente en permanence. Alors que ces modèles, ils savent que interpoler entre des données qu'ils ont déjà vues. Globalement, cette lettre qui vient de Future of Life Institute, elle transmet
cette idée que il y a un danger existentiel, et ça détourne complètement l'attention des problèmes importants, et en laissant penser, par exemple, comme on l'a dit, que le changement climatique, c'est pas si grave que ça, puisque l'IA va le résoudre dans quelques années. Par contre, l'IA pose des problèmes beaucoup plus importants. Et donc, dans le classement, il y a un classement qui est fait sur Future of Life Institute, on peut les voir. Ces classements, Effective Altruism, c'est le principe de classer les problèmes pour l'humanité. Et donc, le changement climatique, oui, ils admettent que c'est un problème, mais ça vient quand même en deuxième en général. Donc c'est quand même assez grave, cette idéologie qui est transmise à travers cette lettre. Et à cela, il faut ajouter, si je peux me permettre, que l'un des signataires, quand même, Elon Musk, développe lui-même dans la société Neuralink des implants cérébraux avec pour objectif d'abord de rajouter des mémoires dans le cerveau pour donner des informations qu'il choisira, mais surtout pour mettre tous ces cerveaux en réseau, ce qui serait une transformation de l'humanité bien plus grave et bien plus problématique qu'un petit robot qui vous parle, parce que c'est pas parce qu'un robot qui vous parle que vous allez lui obéir. On est dans des régimes où il y a beaucoup de gens qui parlent, même des hommes politiques très puissants, on leur obéit pas, donc tandis que là, si on vous met dans la tête des idées qu'il choisit, ou si on vous met tous en réseau, donc tout ce que vous pensez, l'autre sait ce que vous pensez, ça c'est beaucoup plus inquiétant, et ça le gêne pas. Voilà pour cet extrait. Si le sujet vous intéresse, je vous invite bien entendu à écouter l'émission en entier. IA, faut-il faire une pause ? Vous trouverez le replay sur le site mondenumérique.info et sur le fil du podcast Monde Numérique. On va s'intéresser maintenant à l'impact de l'IA sur l'entreprise avec l'entrepreneur Denis Jacquet. Ensuite, on ira visiter les locaux hyper high-tech de Cisco France. Et puis on terminera avec une innovation numérique dans le secteur de l'immobilier pour simplifier les démarches, réduire l'impact carbone du chauffage avec EDF, partenaire de Monde Numérique. Bonjour Denis Jacquet. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, fondateur de la conférence Day One, auteur de plusieurs livres sur la Chine, l'ubérisation, plus récemment le Covid. Vous vivez aux États-Unis, au contact de très nombreuses startups et entreprises. On a l'impression que l'intelligence artificielle arrive dans les entreprises, surtout aux États-Unis. C'est une véritable explosion. Oui, alors c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à une explosion. C'est-à-dire que tout le monde sait bien que ces technologies ont mis du temps à maturer, qu'elles ont progressé. Tout le monde les a observées progresser. En tout cas, tous ceux qui sont dans la communauté tech, etc., les observent depuis très longtemps. Et assez bizarrement, comme l'eau qui chauffe dans le vase de la grenouille, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé entre la position tiède et la position brûlante, en fait. Bon. Ouais. Et là, on est passé dans le brûlant. Et tout à coup, ça brûle. Et tout à coup, non seulement on voit que ça va très vite, mais on voit l'excitation suprême qu'il y a de tous les acteurs de dire « Waouh, comment j'utilise ce truc ?» soit pour améliorer un processus existant, soit pour développer une nouvelle application, soit pour créer un nouveau service. Et ça crée une espèce d'enflammement un petit peu partout dans tous les pays du monde. Et tout le monde se dit, mais j'en fais quoi ? Et donc là, il y a une espèce d'excitation incroyable qui se développe autour de ça. Et la deuxième chose, c'est que ça va tellement vite que des choses qu'on voyait tranquillement à nouveau comme cette grenouille monter tranquillement, et tout à coup, ça bouge. Enfin, moi, je le vois sur les observations qu'on fait de semaine en semaine. Alors, on s'extasie, mais effectivement, ça transforme tout, Denis Jacquet. Ça transforme les systèmes économiques. Si des innovations qui coûtent très cher, tout d'un coup, ne coûtent plus rien, et ainsi de suite. Et puis, il y a la grande question de l'IA par rapport au travail humain. Que va-t-il se passer ? Oui. Je pense que le problème dans toute révolution, c'est la non-préparation. C'est-à-dire qu'en elle-même, ça pourrait se faire, mais en général, l'être humain a cette capacité de toujours procrastiner et repousser à demain ce qu'il pourrait faire le jour même, voire la veille. Vous voulez dire qu'on n'a pas anticipé ? Personne n'a anticipé. Quand on en parlait il y a 4-5 ans des grands dirigeants, y compris des gens très proches, ils me disaient « Denis, t'as raison, mais on a 300 sujets urgents et en fait, l'urgence du trimestre est plus urgente que l'urgence de la décennie. » De la décennie. Et puis, tout le monde pensait qu'on avait 5 ans, 10 ans. Et puis, tout à coup, là, ça y est, c'est là. Et on n'est pas prêt du tout, on n'a rien fait du tout, sauf que là, ça va taper fort. Et donc, en fait, il y a tellement de métiers aujourd'hui dans lesquels le cerveau humain, vous et moi, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde des choses, on collecte de la donnée et on processe tout ça et on prend une décision.
tout ce process-là est en train, grâce à des machines de plus en plus intelligentes chaque jour, de le faire à votre place. Donc, la première chose, c'est à quel point ça empiète sur mon travail à moi. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la machine peut, je sais pas, comme un radiologue, 50 ou 60 ou 70% de son travail et qu'il m'en reste 30%, la question, c'est pas seulement de savoir si je vais disparaître, c'est quelle valeur on va m'attribuer. Donc, c'est pas tant... Enfin, il y a le sujet de la disparition d'un certain nombre de jobs, parce qu'évidemment, si la machine fait 70% du job d'un auditeur de Ernst & Young, KPMG ou autre Price, à un moment donné, il n'a plus besoin d'en embaucher autant, puisque la machine libère tout ce temps nécessaire. Qu'est-ce que je fais de ce garçon et de cette fille qui a fait une école de commerce de grande qualité, une grande université? C'est la question. La réponse est très simple. Il restera à peu près 30% des auditeurs qu'il y a dans les cabinets aujourd'hui d'ici moins de 2 ans. C'est votre prédiction? Il y en a déjà 25 à 30% de partis. Donc le phénomène va continuer. Et la deuxième, on va dire, tu sais, tu es là quand même pour faire des contrôles de dernière minute, vérifier quelques cohérences, etc. Donc, tu sortais d'HEC, je te payais 45 000 à ta sortie. Écoute, franchement, ce que tu vas faire, ça vaut 25 000. Bon, tu es radiologue. Maintenant, tu vas constater que la machine a vu l'amont, l'aval du patient, alors que toi, tu as juste vu cette petite tumeur, mais à quoi elle est reliée, tu n'en sais rien du tout. La machine, elle le sait, te dit en quelques secondes, avec une fiabilité plus forte. Bon, tu seras toujours là, mais combien je t'affecte? Moi, je suis la sécurité sociale, combien je te donne? 800 pour ton acte ou finalement 200? Bon. Donc, c'est pas tant le nombre de jobs qu'aussi la valorisation. La valeur du travail, en fait. Et la valeur du travail. Donc, c'est pour ça, quand on voit tous ces débats en ce moment, je dis que malheureusement, et c'est vraiment très triste, une bonne partie des gens qui veulent pas travailler 2 ans de plus, ils auront même pas à se poser cette question parce que leur job n'existera plus. Ouais. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Enfin, si on parle de jobs, on parle aussi de jobs qui sont, enfin, on voit pas trop comment ils vont être remplacés parce qu'il y a, voilà, il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est que l'IA ne remplace pas forcément les métiers qu'on avait prévu qu'elle remplacerait. Hein. On pensait que ce serait la robotisation à tout crin, et en fait, ce sont les cols blancs, les intellos, les intellectuels, le travail intellectuel. Exactement. On va dire. Mais ça remet en cause tout le système éducatif parce que où est-ce que les parents poussent leurs enfants le plus possible vers un job qui paye? Mais aujourd'hui, imaginez, il y a 3-4 ans, on dit « Allez, mon fils, ma fille, tu vas aller faire auditeur ou tu vas aller faire radiologue, etc. » Et finalement, quand il sort, ah bah tiens, c'est le quart de ce qui était prévu ou c'est la moitié de ce qui était prévu. Je veux dire, c'est tout aussi une notion d'espoir, d'élévation sociale, etc., qui tout à coup disparaît. Donc ça veut dire que si on ne met pas en cause très rapidement les systèmes d'éducation, qu'on les adapte à la façon dont ces métiers seront faits demain, à la façon dont ils seront payés demain, aujourd'hui, on est en train de sacrifier une génération qui ne croira plus à son avenir alors qu'elle a fait des prépas, elle s'est sacrifiée, elle a bossé comme un malade et tout à coup, on a des jobs dévalorisés. Et bizarrement, puisqu'on est aussi dans l'actualité, les boueurs, il sera toujours là dans 25 ans. Oui, voilà, les boueurs, l'infirmière. Le radiologue, je ne sais pas où il sera. Oui, exactement. Donc, on en a vraiment besoin. Exactement. Alors, on dit un mot de votre activité personnelle. Vous lancez un service qui s'appelle Top Cream, qui est destiné aux chefs d'entreprise, principalement pour les informer sur ce qui change dans le monde. Hein, c'est ça ? En fait, Top Cream, c'est d'inspirer les managers des entreprises qui n'ont pas le temps de savoir tout ce qui se passe dans le monde et de leur dire « Tiens, je t'ai trouvé les meilleurs speakers dans les meilleures conférences du monde entier. Tu vas t'en inspirer parce que si tu écoutes ces gens qui sont en avance sur toi, tu vas pouvoir te les réapproprier, prendre une décision et passer à l'action. » Et en fait, c'est pour les décideurs, pour les dirigeants d'entreprise, etc. Voilà, les hauts potentiels, même les board members. Et finalement, à partir d'une petite conférence de 10-15 minutes qui vient de Chine, de Corée, d'Israël, de San Francisco, il dit waouh, ils ont fait ça, on fait quoi nous? Alors ça peut être un sujet très chaud, je sais pas, je suis dans une grande banque française, je regarde ce que fait mon concurrent anglo-saxon dans le métaverse et je dis j'y vais ou j'y vais pas, mais au moins je sais ce qu'il est en train de faire, jusqu'à l'idée de dire waouh, ce truc-là, c'est pas du tout mon univers, mais si on se le réappropriait, on pourrait en faire un truc extraordinaire. Donc du coup, c'est de gagner du temps sur le temps, parce que ces gens-là n'ont pas de temps, de faire la recherche pour eux, la curation pour eux, et de se dire, je me pose pas la question de savoir, est-ce que c'est actuel? Ils l'ont fait pour moi. De savoir un truc international, parce qu'ils ont fouillé dans tous les pays pour moi. De savoir si le speaker a une vraie réputation, parce que peut-être qu'il raconte n'importe quoi, comment est-ce que je le sais? Bon. Donc du coup, on fait toute cette curation et cette garantie de la qualité du contenu. Enfin, on fait presque le même métier que pourrait faire un journaliste, c'est assurer une curation de contenu pour te dire que tu n'es pas en train d'écouter des fake news. C'est un peu la même chose pour le business. Et c'est l'enjeu de l'Internet d'ailleurs aujourd'hui, et encore plus avec ce dont on vient de parler. On peut fabriquer des images, on peut réutiliser des voix, faire parler Obama, Macron, n'importe qui avec sa propre voix, ses propres expressions faciales, et être sûr que c'est vraiment lui que tu es en train de voir. Oui, il faut apporter de la confiance maintenant.
le défi, c'est d'apporter de la véracité, de la confiance. Il y a quelque temps, on a vu ces images du pape dans une doudoune blanche, etc. Et franchement, après tout, c'était pas totalement absurde, c'était un peu étrange, mais ça aurait pu être une vraie image. C'était une fausse image. Enfin bon, et là, on est parti. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Merci Denis Jacquet, entrepreneur et donc créateur, fondateur de la toute nouvelle start-up TopCrim. Voilà, aux États-Unis et en France pour l'instant. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour Laurent Degré. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de Cisco France. Avec vous, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, les technologies au service du travail en entreprise. Les bureaux se transforment, les locaux des entreprises se transforment, évoluent du fait de l'avancée technologique, mais aussi de nouveaux phénomènes. Il y a eu la crise sanitaire, il y a les tensions internationales qui compliquent un peu pas mal de choses. Vous êtes en train de construire, de faire équiper, de développer à Paris votre futur siège d'entreprise qui sera vraiment votre vitrine. Notre technologie au service du building ou du smart building, c'est globalement de mettre en place une infrastructure qui va connecter, qui va permettre les échanges d'informations, un backbone, un squelette. Et puis là-dessus, on va rajouter un cerveau. Et ce cerveau, sur cette infrastructure, il va permettre au sein du building de répondre à un certain nombre d'enjeux. Un premier enjeu qui est la sécurité, la cybersécurité, mais la sécurité de manière générale. L'éco-responsabilité ou l'empreinte quelque part du smart building, comment on peut optimiser tout ça. Et puis comment on peut aussi créer un certain nombre de services au service du collaborateur pour son bien-être, pour son quotidien et pour ce qu'il vient chercher au bureau. C'est la possibilité, au-delà des accès, de dire attention, cette salle, elle est, il y a eu beaucoup de personnes dans cette salle. Il y a, parce qu'on est capable de rajouter des capteurs derrière tout ça, dans cette infrastructure, il y a un niveau de particules qui est un peu trop important. Donc, par rapport à tout ça, il va falloir déclencher une purification d'air. Ça va être la possibilité de dire, en termes de services notamment, vous arrivez dans une zone où il y a beaucoup de personnes, la salle de réunion qui était réservée finalement, c'est pas la plus adéquate, on vous oriente vers une autre salle de réunion. Donc tous ces services et puis toute cette techno, elle répond à un certain nombre d'enjeux. Elle permet aussi, si on reprend, je dirais certains enjeux du type bien-être, et là on rentre plus dans les aspects applications, de vous amener un environnement où vous allez être tout seul, vous avez besoin de vous concentrer, vous travaillez, on va vous orienter vers une salle, vous avez besoin d'être en groupe et de communiquer avec une filiale qui se trouve à l'étranger, on va vous attribuer un autre endroit, et vous allez retrouver de manière intelligente tous ces endroits en fonction de ce que vous venez y chercher. L'infrastructure réseau, elle va permettre aussi de piloter un certain nombre de choses sans créer des réseaux distincts. Je m'explique, le pilotage et l'alimentation de l'éclairage, des volets, des écrans, d'un certain nombre de choses. On va utiliser pour cela l'infrastructure physique, le réseau, ce fameux backbone, qui va permettre, avec une technologie qui s'appelle PoE, le Power over Ethernet, de supprimer tous les transformateurs que vous avez. Oui, c'est-à-dire que la connexion Internet, la prise Ethernet apporte aussi l'alimentation électrique. Exactement. Vous avez un réseau électrique au niveau de ce réseau d'infrastructure, et donc autant l'utiliser. Ça évite de recabler, ça évite de refaire de l'électricité, et ça va permettre, ça délivre 91 watts, donc ça vous permet d'alimenter une grosse partie en fait des équipements, et globalement ça fait déjà 20% d'économie en termes de consommation électrique. Donc alors, je branche mon ordinateur avec un seul câble en fait. Exactement. D'accord. Les écrans, et puis pas mal de choses, les purificateurs d'air que je vous expliquais tout à l'heure, que j'évoquais tout à l'heure, pardon. Tout ce genre de choses, c'est typiquement, je dirais, dans le cadre du smart building, la technologie permet aussi d'avoir un impact réduit et une optimisation de l'empreinte. Vous parliez d'intelligence. Elle est où l'intelligence là-dedans ? Alors l'intelligence, elle est dans quelque chose qu'on appelle DNA Space chez nous, qui est un peu le centre de contrôle de tout ça, qui récupère tout un tas d'informations et qui permet de les agréger, de les échanger et puis de prendre des décisions, parce qu'on met aussi de l'automatisation derrière tout ça. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la salle de réunion où vous rentrez à 8 alors que c'est une salle qui est prévue pour 3. Et ben on est capable simplement en bornant sur le Wi-Fi de dire il y a plus de personnes que prévu dans cette salle, et DNA Space est capable de dire il faut vous orienter vers un autre endroit. Donc tout ça, ça peut se faire avec d'autres types d'applications, mais c'est
intrinsèque dans l'ensemble des applications qu'on va retrouver dans la solution de type Smart Building chez Cisco. Merci beaucoup, Laurent Degré, président de Cisco France. Et notre séquence partenaire à présent avec EDF qui soutient Monde Numérique que l'on retrouve chaque mois pour parler d'innovation au service de la décarbonation de l'énergie. Bonjour Julien Vidret. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. On va rester dans le domaine de l'immobilier. Julien, vous nous parlez cette semaine d'innovation dans la propriété immobilière, ce qu'on appelle la PropTech. Oui, on a investi en l'occurrence dans 2 startups de la PropTech. On peut se dire, l'immobilier, c'est pas vraiment le job d'EDF. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de choses dans le monde de l'énergie, dans les innovations du monde de l'énergie, qui réclament en fait un investissement finalement dans ces sujets de technologie et d'immobilier. Et 2 startups en l'occurrence dans lesquelles on a investi. On a pris des parts de capital. La première, c'est une startup qui s'appelle Algar. Algar fait ce qu'on appelle, pour résumer, du permitting sans douleur. Alors, c'est quoi le permitting? En gros, c'est tous les dossiers administratifs, les dossiers d'urbanisme, les permis de construire qu'on doit demander en général à sa mairie ou à différents services administratifs pour construire, agrandir, rénover, aménager un logement, une piscine, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans sa maison, par exemple, mais aussi, et c'est peut-être moins connu, pour faire des travaux liés à l'énergie et par exemple mettre des panneaux solaires sur son toit. Et donc, il y a un vrai frein qu'on a identifié pour les particuliers en particulier, c'est de devoir faire toutes ces démarches qui sont, on va bien le dire, pas très amusantes, qu'on a pas envie de faire, et c'est lourd, c'est long, c'est compliqué. On sait que dès qu'il y a un défaut dans le dossier, le moindre petit truc qui va pas, on doit revenir à zéro. Donc cette société Algar, à travers un dispositif très optimisé et très automatisé, va permettre de déléguer pour un particulier complètement sa demande de permitting et donc par exemple de permis de construire pour pouvoir faire des transformations sur sa maison et y mettre des panneaux solaires. Et donc tout ça se fait de façon totalement interactive et digitale avec des outils en fait et des logiciels de création de plans en 2D, en 3D pour créer vraiment de façon très simple son projet et le déléguer complètement à la société qui s'en débrouille automatiquement et avec, j'allais dire, une forme d'assurance d'arriver jusqu'au bout de façon positive parce que les dossiers sont évidemment construits à la carte, c'est-à-dire vraiment en fonction des règles d'urbanisme de chaque ville. Et on sait qu'en France, en fonction des quartiers, des villes, etc., il y a des règles spécifiques. Et aussi avec tout un système d'alerting qui va permettre, grâce à l'intelligence artificielle, d'identifier les moments où des pièces sont manquantes, les mauvaises pièces n'ont pas été transmises ou les bonnes pièces n'ont pas été transmises en temps réel. Avoir évidemment un statut aussi en permanence de sa demande. Or, parfois, on sait que ce genre de dossier, il tombe dans des oubliettes. En tout cas, on ne sait pas très bien à quel stade ils en sont. Bref, en gros, la technologie là permet d'avoir une simplification complète du process pour les clients. Et puis en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau, Algar propose de la mise en relation avec des partenaires pour réaliser les travaux, le financement, etc. Si on le souhaite. Donc en gros, c'est de la numérisation de bout en bout d'un processus complexe, lourd et complexe, et qui devient finalement simple pour l'utilisateur. Très bien, donc on rappelle de nom, Algar, A-L-G-A-R. Et puis deuxième start-up dans laquelle EDF a investi, ça concerne l'investissement locatif. Exactement. On est nombreux, et peut-être que c'est le cas chez nos auditeurs, à vouloir, pour préparer sa retraite, pour mettre un petit peu d'argent de côté quand on en a reçu ou quand on en a un petit peu, à investir dans le locatif. C'est-à-dire que j'achète un bien immobilier, puis je le mets en location pour toucher des revenus. Et cet immobilier locatif, c'est quelque chose qui est évidemment un petit peu compliqué, un petit peu long, chronophage, du début à la fin, puisque quand on veut investir dans le locatif, il faut d'abord trouver le bien, trouver l'appartement ou la maison. Ensuite, il va falloir souvent, et c'est là que c'est intéressant, la rénover. Et la rénover d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue énergétique, parce que là où il y a le plus de valeur pour un investisseur, c'est évidemment d'acheter un logement en mauvais état, et donc qui fait partie des étiquettes énergie que vous connaissez les plus basses possibles, par exemple F, et ces logements bientôt vont être interdits à la location. Et donc l'idée, c'est d'acheter ces logements de mauvaise qualité énergétique, les rénover évidemment énergétiquement pour qu'ils deviennent très vertueux énergétiquement. Donc on enlève des passoires énergétiques du marché et on les met en location de façon très simple pour un client à la fin. Donc tout ça, c'est très long, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mastéos, la société dans laquelle on a pris une participation là en tout début d'année, elle permet en fait de traiter tout ça de façon
très transparente pour le client avec une simple appli sur son téléphone. Je vais pouvoir leur déléguer la recherche d'un appartement, son achat, sa rénovation énergétique. Même si on veut le faire meubler, ils peuvent également le meubler pour nous et le mettre en location, trouver un locataire et gérer, comme on fait la gestion locative, comme on dit, l'appartement entièrement. Tout ça pour un coût bien inférieur à celui qui aurait été de prendre un agent immobilier, de prendre une agence de location, de prendre une société qui va faire les travaux pour nous. Donc tout ça est complètement délégué. Et la technologie vient là aussi faire complètement la simplification. Donc tout est géré évidemment par une interface sur son mobile. Des visites en 3D sont possibles. Il y a tout un tas d'outils de signature électronique. L'intelligence artificielle permet aussi de cibler des projets en fait qui sont compatibles avec les profils d'investisseurs. C'est une sorte, nous on a mis à dire que c'est une sorte de Tinder en fait qui fait matcher une shortlist de projets immobiliers avec les investisseurs en fonction de leur profil. Et tous les investisseurs n'ont pas le même profil en fonction de ce qu'ils cherchent comme taux de rentabilité, comme ville, comme quartier, voilà, comme type de projet. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis ils commencent à utiliser l'IA conversationnelle, qui est un sujet très important et très à la mode pour là aussi simplifier le process et être en dialogue en permanence avec ses clients. Donc globalement, ça permet de complètement automatiser le process, ça permet du coup de proposer des prix moins chers et de la simplification aux clients, et surtout vu d'EDF, ça permet de retirer et d'aider à retirer un maximum de passoires énergétiques du marché. Et là aussi, encore une fois, c'est ça notre raison d'être, c'est pour ça que nous on travaille, c'est comment on fait pour améliorer le bilan carbone, en l'occurrence de la France et de l'économie en général. Et donc retirer des passoires thermiques, c'est évidemment un de nos focus. Et donc à travers cette solution-là, on permet à des gens à la fois de répondre à leur envie d'investissement locatif et en même temps de s'en servir pour avoir de moins en moins de passoires énergétiques sur le marché. Voilà, 2 startups donc pour simplifier, dématérialiser, fluidifier tout ce qui touche à l'immobilier. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. C'est la fin de ce 84e épisode de Monde Numérique l'Hebdo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous retrouverez à partir de la semaine prochaine les interviews en épisodes séparés et en version intégrale. J'étais ravi de passer ce moment avec vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.